Alors, on a beaucoup parlé donc justement de salariat. Est-ce que l'économie numérique remet complètement en cause le salariat? Sophie Binet. Le numérique accélère des phénomènes qui étaient déjà dans le paysage aujourd'hui, c'est-à-dire le morcellement de l'entreprise et le morcellement du salariat, auquel on assiste avec la multiplication des statuts précaires et l'entreprise qui, depuis les années 70, se filialise, sous-traite, a recours à la sous-traitance. Voilà, exactement, au niveau national comme au niveau international. Et donc, on a vécu depuis les années 70 un dumping au niveau international qui a tiré les droits des travailleurs vers le bas du fait de la concurrence à l'échelle internationale. Aujourd'hui, la question qui est posée avec le numérique, c'est est-ce que ce dumping, il se met en place à l'échelle nationale avec une concurrence renforcée entre des salariés dans les grandes entreprises, des salariés précaires et puis des travailleurs qui n'ont aucun droit et qui sont auto-entrepreneurs au mieux, voire rien du tout, parce que les chauffeurs Uber sont même pas tous auto-entrepreneurs. Donc l'inquiétude qu'on a, nous, c'est ça, c'est que le numérique soit un levier pour amplifier ces phénomènes de dumping qu'on a connus au niveau international et qui ont été les principaux responsables de la désindustrialisation française et de la suppression de tous les emplois ouvriers. Est-ce que ça, on va le revivre sur les emplois intermédiaires à l'échelon national avec une concurrence entre les travailleurs? Donc nous, on espère que non. Et c'est d'ailleurs la bataille de la CGT. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, la CGT, elle se bat pour ce qu'on appelle un nouveau statut du travail salarié, où on dit, pour empêcher cette mise en concurrence des travailleurs et ce morcellement du salariat et de l'entreprise, il faut construire un maximum de droits au niveau interprofessionnel, donc quel que soit l'employeur, quel que soit le contrat de travail, et que ces droits soient attachés au statut du travailleur et pas à son contrat de travail. Il faut arrêter de considérer que le travail indépendant, c'est la modernité. Il y a une sorte d'idée reçue véhiculée un peu partout, que le salariat, c'est une vieille idée, que c'est fini et que en gros, c'est lié à Charlie Chaplin dans les temps modernes. Mais pas du tout. Le salariat, c'est une idée d'abord qui est née avec le capitalisme. Et c'est une idée extraordinairement moderne. Alors, ça ne veut pas dire que le salariat ne doit pas évoluer. Il y a des évolutions à accomplir. Et les travailleurs du numérique, les travailleurs du savoir, ont des aspirations, peut-être qu'on n'a pas d'autres salariés, notamment à l'autonomie. Alors effectivement, il y a une vraie réflexion qui est complexe à avoir sur l'autonomie. Effectivement, comment donner place à la revendication de ces travailleurs d'avoir plus d'autonomie, de définir eux-mêmes leurs conditions de travail. Et là-dessus, je crois que le droit français est assez en retard. Je vous donne un exemple, après j'arrête parce que j'ai trop parlé. En Angleterre, il existe ce qu'on appelle le flexible work. Le flexible work, c'est quoi? C'est les salariés se sont vus reconnaître une capacité d'initiative. Ils peuvent définir eux-mêmes leurs conditions de travail, l'employeur ne pouvant s'y opposer que s'il a un motif raisonnable. C'est une sorte de pouvoir inversé. Dans la logique classique du droit du travail, c'est l'employeur qui a le pouvoir. Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas donner des capacités d'initiative aux salariés? Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est assez redoutable. Mais je crois qu'il y a des vrais enjeux pour que le salariat reste, la modernité, c'est ma conviction, le salariat n'est pas moins moderne que le travail indépendant. Bruno Coquet, sur ce débat travail salarié, non salarié, en fait, est-ce que c'est une frontière qui n'est plus tangible? Est-ce que c'est dépassé? Est-ce que c'est un débat dépassé, salariat, non salariat? Non, c'est juste un cran de plus dans un débat qui existe déjà. Je veux dire, tout le monde n'est pas en CDI à temps complet toute sa vie depuis très longtemps. Donc voilà, ça pose des questions. Alors, on bougeait juste un tout petit peu par rapport au modèle idéal, qu'on considère comme idéal de ce salarié très en sécurité. On avait des contrats précaires, des trajectoires précaires, etc. Bon, après, on y viendra, je pense, à la protection sociale de ces gens. Là, ça donne un choc supplémentaire, mais au fond, la nature n'est pas différente. Voilà. La nature est que, effectivement, on a une baisse des coûts de transaction du point de vue des entreprises, à la fois à l'intérieur, des coûts de transaction technologiques, des coûts de transaction autour des contrats de travail. Bon, après, on n'est pas au 19e siècle, donc on a aussi des instruments pour y répondre. On n'est pas démunis, mais simplement, sûrement que le bon moyen pour y répondre n'est pas d'opposer le modèle idéal des 30 Glorieuses, quoi. Voilà.
Alors, je me tourne vers l'homme de droit. On a beaucoup parlé d'Uber, c'est un exemple assez pratique, mais on a beaucoup parlé d'Uber et de la décision de la Cour californienne de reconnaître un statut de salarié à des chauffeurs Uber. Est-ce que c'est duplicable en France? Est-ce qu'on peut espérer renforcer le salariat en quelque sorte? Alors oui, effectivement. Donc pour rappel, certaines cours de Californie ont requalifié en contrat de travail les contrats de chauffeurs d'Uber. La motivation essentielle de ces juridictions était de dire ces travailleurs, ils sont contrôlés. Le critère aux États-Unis, c'est le critère du contrôle. Nous, on parle de subordination, eux, ils parlent du contrôle. Donc, ils sont contrôlés comment? Ils sont notés par les clients. Si le client n'est pas satisfait, il note. Ils ont des dispositifs de géolocalisation. On exige que leur véhicule soit propre, etc. C'est du contrôle. Et les cours de Californie ont considéré que parce qu'ils étaient contrôlés, on devait les requalifier en salariés. Eh bien oui, effectivement, Sandrine, c'est tout à fait transposable, parce que dans la définition du lien de subordination en France, il y a le critère du contrôle. Dans ce type d'économie nouvelle, vous avez effectivement des travailleurs qui font ça en plus, on va dire que ce sont des extras, et le plus problématique, et ça se développe beaucoup, ce sont des travailleurs qui tirent leur revenu principal de ce travail indépendant. On n'est plus dans l'annexe. Et plus ça va se développer, plus on va voir des individus qui vont travailler, qui vont faire l'essentiel de leur travail en indépendant, alors qu'ils sont en réalité salariés. Alors là, par contre, effectivement, on va se poser le problème de la dépendance économique. Et là, il y a un vrai sujet. En gros, pour la traiter, il y a deux pistes possibles. La première, c'est on va dire de révolutionner le critère du salariat. Donc là, c'est plus simplement le contrôle. Ça va plus loin, c'est de reconnaître la dépendance économique comme un critère du salariat. Première piste. Pourquoi pas? Deuxième piste, c'est de créer un statut spécifique aux travailleurs économiquement dépendants. Ce qui s'est fait dans certains pays, notamment en Italie et en Espagne. En France, on ne l'a pas fait. On a néanmoins, dans le Code du travail, on appelle ça le livre 7, un certain nombre de professions qui sont assimilés au salariat, alors qu'on n'exige pas forcément la réunion des critères de subordination. La question des travailleurs indépendants, ça peut potentiellement concerner tout le monde, donc il faut très vite réfléchir à des régulations, des définitions pour encadrer et avoir des droits. Et donc il y a plusieurs possibilités qui ne sont pas exclusives. Je pense qu'il faut, y compris, c'est des possibilités qui peuvent être complémentaires. La première, c'est effectivement, il y a un certain nombre de travailleurs indépendants qui doivent être requalifiés comme salariés du fait du principe existant de la subordination comme contrôle. Si on regarde les travailleurs Uber, aujourd'hui en France, ils ont un cahier des charges très strict qui s'apparente à un lien de subordination au sens classique. Donc ça déjà, pour nous, ça c'est classé. Ensuite, il y a la question du lien de subordination économique où, bon, ça vaudrait le coup d'approfondir, mais même aujourd'hui, nous, on a des cas de travailleurs qui ont réussi à faire requalifiés comme salariés dès lors qu'ils ont 80% de leur activité avec un même donneur d'ordre, puisque l'indépendance n'existe pas de fait. Ensuite, la deuxième piste, c'est que on fait souvent le parallèle entre là, ces travailleurs indépendants et le retour à l'artisanat avant la révolution industrielle. Oui, c'est vrai. Et en plus, si on pousse le parallèle, on voit que c'est lié à la notion d'entreprise, puisque la notion d'entreprise, elle a été créée par la révolution industrielle. Et le salariat, il a été créé pour créer la communauté de travail et dire que l'artisan, on quittait le modèle où une personne arrivait avec l'ensemble de ses outils et fournissait une tâche de A à Z, mais avec un partage où chacun contribuait pour partie à une production commune. D'où l'enjeu d'avoir un lien de subordination et une communauté de travail. Donc là, pour partie, on revient au système de l'artisanat. Sauf que l'ancien régime et l'artisanat, c'était organisé. C'était pas des travailleurs indépendants qui étaient laissés tout seuls, livrés à eux-mêmes. Il y avait quand même des corporations, des règles très strictes, des structurations très fortes qui existaient et qui permettaient qu'il y ait un système social qui puisse fonctionner. Et donc, nous, la question qu'on pose, il y a des choses très intéressantes qui existent avec des coopératives d'activité. Notamment, on a un exemple, c'est Copanam. Bon, il y en a plein d'autres qui existent, qui finalement ont contourné cette insécurité, cet isolement des travailleurs indépendants en les salariant dans une coopérative d'activité, en leur permettant de mettre en commun
leurs résultats, leur chiffre d'affaires. Copanam garantit à ses salariés, donc qui sont salariés avec un contrat de travail, leur garantit un revenu lissé sur l'année, leur garantit une protection sociale puisqu'ils sont salariés, l'accompagnement sur la compta, enfin un certain nombre de mutualisations. Et donc nous, la question qu'on pose, c'est est-ce que dans un certain nombre de secteurs, il ne faudrait pas rendre obligatoire cette affiliation pour retrouver une communauté de travail et une organisation collective de ces travailleurs indépendants. C'est aussi une piste de travail et de réflexion. Alors Bruno Coquet, on a parlé tout à l'heure beaucoup de protection sociale et l'idée, est-ce que cet essor du travail indépendant fragilise l'équilibre des régimes sociaux de manière globale ? De manière globale, déjà, il n'y avait pas besoin de ça. C'est-à-dire que je crois que l'équilibre des régimes sociaux, il est assez précaire. Donc, on va dire que ça l'aggrave. Alors, après, je vais parler généralement, on pourrait distinguer les différents risques, hein, retraite, maladie, chômage. C'est pas tout à fait les mêmes problèmes. Encore une fois, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que les problèmes qui sont posés par l'ubérisation sont la caricature des problèmes qu'on rencontrait jusqu'à présent. Alors, dans la table ronde précédente, et puis Sophie Binet vient de le rappeler aussi, d'une certaine manière, on retourne à l'ère pré-industrielle avec des gens indépendants qui doivent se réunir au sein de corporations, etc. D'un point de vue protection sociale, on sait faire. C'est-à-dire que la protection sociale, elle est née de ça. Elle était corporatiste, c'était des œuvres de charité. Enfin, donc, l'avantage, c'est qu'à l'intérieur de ces groupes, on sait extrêmement bien contrôler ce qu'on appelle l'aléa morale. Donc on sait que les gens sont fiables, on sait qu'ils ne profitent pas indûment du système, etc. On sait qu'il y a une identité parfaite entre le groupe des contributeurs et le groupe des bénéficiaires. Ces caractéristiques que je viens de citer, c'est des caractéristiques qui n'existent plus dans la protection sociale telle qu'on la connaît, enfin qui se sont diluées pour des bonnes et des mauvaises raisons, des réformes asymétriques, des volontés de redistribution, où finalement on peut accéder à une protection sans y contribuer sans jamais y avoir droit. Donc du coup, la remise en question de la protection sociale, elle vient aussi de ce problème de... on pourrait dire de la solidarité, enfin de quel degré de solidarité on a envie. En fait, d'une certaine manière, au sein des corporations, c'est assez clair, c'est assez facilement contrôlable, et puis on sait comment on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on voit bien que les corporations, la plupart de ces caisses ont fait faillite. Pourquoi ? Parce qu'elles sont extrêmement vulnérables à des risques systémiques, un risque technologique. Les taxis, c'est un très très bon exemple. Hein, donc aujourd'hui, mais bon, au 19e siècle, c'était pareil. Et que donc, dans des systèmes de protection sociale mutualisés, très largement assis, on dilue ces risques, on les met en commun, donc on les abaisse, on abaisse le coût de la protection sociale, on évite de mobiliser de l'épargne liquide par l'auto-assurance, etc. Donc il y a un intérêt, il y a un chemin qu'on connaît. Et donc ce chemin, on peut aussi le reparcourir plus rapidement, en essayant de le lier au problème de la protection sociale qu'on rencontre aujourd'hui. Donc c'est une occasion aussi de la réformer plus vite, en lui redonnant de la légitimité, et en remettant un petit peu tout le monde face à ses responsabilités. C'est entre l'auto-assurance et la solidarité complète, il y a quand même un mi-chemin où les gens sont disciplinés, qui permet d'avoir des systèmes beaucoup moins coûteux, beaucoup plus efficaces. Donc voilà. Mais justement, on a du mal à voir quels sont les droits que pourraient acquérir ces travailleurs du numérique, parce que on parle de droits sociaux, de protection sociale, mais les produits, par exemple, Nicolas Collin a fait un certain nombre de propositions. Il propose de l'assurance privée. On n'est plus sur un système de solidarité. C'est-à-dire qu'à la fois, on aurait des produits pour la retraite très attrayants parce que défiscalisés, mais on n'est plus sur un système de solidarité nationale. Est-ce que ça pose un problème ou pas ? La voie facile, c'est de dire effectivement, il faut que ce soit contributif, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le danger que l'on voit, c'est effectivement la difficulté à capter les revenus et à faire en sorte que, on puisse payer faire payer des cotisations sociales aux gens qui potentiellement vont avoir besoin de protection sociale, les trois risques et d'autres. Ça, c'est la tendance naturelle, c'est la chose la plus facile. Bon, le bout de cette tendance, c'est l'auto-assurance. Donc, on sait que c'est pas souhaitable, mais même dans un système purement capitaliste, c'est pas souhaitable parce qu'on immobilise énormément d'épargne liquide. Donc, c'est pas très bon. Donc, du coup,
rétablir quelque chose de plus contributif. Je pense que ce problème, enfin cette solution, elle existait déjà cette voie, elle existait déjà pour répondre à la fragilisation des systèmes de protection sociale bien avant l'ubérisation. Depuis 30 ans, on voit bien que rétablir un peu de contributivité, ça permet quand même de résoudre un certain nombre de problèmes. Du point de vue de la protection sociale, il y a une autre difficulté posée par cette ubérisation, c'est le problème du travail dissimulé. C'est que, quelle que soit l'hypothèse, si on est dans l'hypothèse d'un travailleur qui est en réalité un salarié, il ne sera pas déclaré comme salarié, donc les cotisations ne seront pas versées. Et dans l'autre hypothèse où vous avez du travail très ponctuel, on va dire quelques heures, etc., il ne sera pas du tout déclaré, que ce soit en indépendant ou en salarié. Donc on a une vraie difficulté qui coûte, c'est pas chiffré à ma connaissance, mais qui risque de coûter très cher au régime, de travail dissimulé. Et il y a des propositions qui sont faites qui me semblent intéressantes, notamment d'obliger ces très grandes entreprises à déclarer, comme si c'était leurs salariés en fait, à déclarer ces travailleurs. Alors, Pascal Lequel, Sophie Binet en parlait tout à l'heure. Parmi les solutions envisagées, il y a le compte personnel d'activité qui est en train d'être élaboré. Il y a des consultations avec les partenaires sociaux. Est-ce que c'est un bon moyen, on se souvient des droits de tirage sociaux d'Alain Supiot, est-ce que c'est un bon moyen d'accorder des nouveaux droits aux travailleurs du numérique? C'est une très belle idée. C'est l'idée que les droits ne seraient plus seulement attachés à un contrat de travail, mais à la personne. C'est-à-dire qu'en tant que personne, vous avez des droits tout au long de votre vie. C'est une belle idée et effectivement, si on va vers une intermittence généralisée, notamment avec l'ubérisation, c'est effectivement une belle idée. Le danger, et je pense que c'est l'un des points de vigilance nécessaires dans les prochains mois, c'est que la sécurité sociale professionnelle ne serve de prétexte pour dire « Bon, bah écoutez, comme vous avez des protections attachées à votre personne, il n'y a plus besoin de vous protéger en tant que salarié. » Finalement, c'est plus très grave de perdre son emploi, c'est plus très grave de ne pas avoir de contrat de travail, parce que de toute façon, les protections, vous les aurez en tant que personne. Donc voilà, donc ça, à mon avis, c'est la vigilance à avoir. Il y a une autre idée, Bruno Coquet, qui est sur la fongibilité des droits. Donc en gros, dans ce CPA, on pourrait échanger des droits, par exemple, prendre ses allocations chômage, qu'aujourd'hui les indépendants n'ont pas, et les transformer en formation, par exemple. Est-ce que c'est une bonne idée, cette fongibilité des droits ? On dit aux gens, ben voilà, vous avez des tas de droits un peu partout, on les monétise en quelque sorte, donc en fait on crée un compte individuel, et puis on va les utiliser à ce que vous voulez. Alors il y aura sûrement des sécurités, un petit peu comme le DIF, il faudra avoir l'accord de Pôle emploi, du employeur de je ne sais qui, mais au bout du compte, quand même, ça peut poser un petit problème. Donc par exemple, si on a 20 et quelques millions de salariés, supposons qu'on ait la moitié des comptes individuels qui soient de l'assurance chômage. Si ces 20 millions de salariés décident de se former cette année, qu'est-ce qui se passe ? Bon, bah, l'assurance chômage fait faillite directement. Donc, du coup, et là, on touche un point que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que un des problèmes de la défiance au regard de la protection sociale qui est aussi un motif à créer ces comptes personnels d'activité, vient du fait que, en fait, on ne sait plus pourquoi on cotise, contre quoi on se protège, finalement, est-ce qu'il va rester de l'argent si je suis au chômage ? Bon, typiquement, les droits assurance chômage, c'est une assurance revenu, c'est de ça dont ont besoin les gens. Si à un moment donné, la lessiveuse, où il y a tout cet argent-là, elle est utilisée pour former, pour faire de la formation professionnelle, ça ne va pas, puisque les gens qui vont vouloir faire de la formation professionnelle ne sont pas nécessairement ceux qui sont exposés au risque de chômage et qui vont avoir besoin de leur argent pour le motif pour lequel ils l'ont mis de côté. Ouais. Donc voilà, donc c'est un outil intéressant. Il ne peut pas être utilisé pour tout. On ne peut pas y fondre n'importe quoi et surtout pas au détriment d'autres régimes. Je pense, pour rebondir sur les débats sur le niveau de protection des travailleurs indépendants, qu'il y a deux questions par rapport au mode de protection. Premièrement, est-ce que c'est obligatoire ou pas ? Parce que si on n'a pas quelque chose d'obligatoire, là, du coup, on ne met pas fin aux logiques de dumping, parce qu'il y a ceux qui le feront, puis il y a ceux qui le feront pas et qui coûteront toujours moins cher. Et la deuxième chose, c'est quel est le mode de financement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le débat sur la question de la protection sociale, c'est que la protection sociale, c'est le dernier grand champ qui est socialisé. Et donc, où cette masse financière échappe au marché, ne permet
pas de générer de la plus-value à court terme pour les actionnaires. Et donc là, on a un enjeu avec le patronat qui s'intéresse de très très près à cette valeur. C'est pas pour rien que la négociation sur les retraites complémentaires était présidée du côté patronal par un assureur, par l'ancien PDG de Generali. Et donc l'enjeu, c'est pas, contrairement à ce qu'on entend souvent, que ça coûte moins cher, parce que on voit bien aux États-Unis le débat sur l'assurance santé, que les Américains se rendent compte que leur assurance santé coûte beaucoup trop cher et bien plus cher qu'en France. La question, c'est à qui va l'argent et pourquoi faire. On sait depuis longtemps, et la crise financière l'a montré, que la protection sociale solidaire et socialisée, c'était le système le plus efficace. Attention à ce que l'histoire nous serve bien de leçon et à ce qu'on n'aille pas faire les apprentis sorciers, à revenir en arrière et à faire comme si la crise de 2008 n'avait pas existé. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous tous.